il faut éviter de faire appel au pouvoir politique. Ce que continuent à faire pratiquement tous les autres réformateurs sociaux dont je vous ai parlé. Soit d'une manière directe, soit d'une manière indirecte. Donc vous avez, en gros, hein, pour simplifier, vous avez des auteurs comme enfin, les disciples de Gracchus Babeuf, qu'on appelle les babouistes. Il y en a plusieurs sortes de babouistes, mais eux, ils cherchent à poursuivre l'œuvre insurrectionnelle de leur maître. Vous avez quelqu'un qui n'est pas proprement parlé un babouiste, mais qui malgré tout s'inscrit dans cette lignée, c'est Auguste Blanqui, qui va passer sa vie à organiser des insurrections dans le but de prendre le pouvoir pour instaurer un comité de salut public qui imposerait les réformes communistes. Et il va essayer ces soulèvements insurrectionnels à visée dictatoriale, va le faire jusqu'aux quelques semaines avant la Commune. Donc c'est véritablement une constante qu'on trouve là, qui consiste à dire, vous voulez réaliser une société juste et égalitaire, débarrassée de la domination, commencez par faire une révolution violente, une insurrection, et imposer ces réformes par la dictature. D'autres ne sont pas du tout d'accord avec cette conception insurrectionnaliste. En particulier, par exemple, les fourriéristes, ou même les cabétistes. Les fourriéristes pensent, au contraire, qu'on peut s'adresser pratiquement à tout le monde, leur montrer qu'ils ont tout à gagner à changer de société, et ils proposent des organisations, un petit peu de type coopérative, si vous voulez, dans le cadre d'un lieu particulier qu'il appelle le phalanstère, voilà, et où les riches, les pauvres, les prolétaires, les bourgeois pourraient s'associer sur des bases presque, je dis bien presque, égalitaires, pour résoudre eux aussi la question sociale. Et donc, chez Fourier, on trouve à la fois cette dimension anarchiste, qui consiste à dire que les individus peuvent commencer tout de suite à expérimenter des nouvelles formes d'organisation sociale alternative de par eux-mêmes, sans attendre les pouvoirs publics, mais on trouve aussi en même temps les appels de Fourier et des fourriéristes au pouvoir public pour qu'ils prennent la direction de ces réformes. Donc c'est une position ambiguë. La particularité de Proudhon, c'est que lui aussi il propose un système pour remédier à cette situation de domination et d'exploitation, mais il pense qu'on n'a pas besoin de faire appel au pouvoir politique. Alors, je suis enregistré, donc en réalité les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et si vous me posez des questions, je vais apporter plus de précision, mais disons que pour bien comprendre les clivages qui se produisent à ce moment-là, c'est que la particularité de la démarche anarchiste, telle qu'elle est formulée par Proudhon et ensuite par des disciples de Proudhon, consiste à dire on évite de faire appel à l'État. On ne le combat pas forcément, mais on évite de faire appel à l'État autant que possible. Tandis que dans la tradition saint-simonienne ou dans la tradition fourriériste, l'État peut être véritablement un allié, un partenaire. Bon. Je peux vous apporter des explications, des exemples, si on a le temps et si vous estimez que c'est nécessaire. Mais pour bien comprendre la genèse de l'anarchisme, il faut tenir compte de cette dichotomie, cette opposition entre d'un côté ceux qui veulent utiliser le pouvoir public et ceux qui pensent que ce n'est pas nécessaire de pouvoir l'utiliser. Et donc l'originalité de l'anarchisme par rapport à tous ces projets de réforme, ce n'est pas simplement qu'il propose un objectif différent, puisque l'objectif est toujours le même, la société juste et heureuse. Donc débarrasser de ce qu'il peut y avoir d'artificiel qui empêche les hommes d'être heureux et libres. L'objectif, en gros, c'est le même. C'est les moyens. Et donc c'est véritablement là-dessus qu'il se fait une différenciation. Même si, chez Proudhon, et c'est aussi une des forces de Proudhon, on retrouve donc affirmer la nécessité de combattre en même temps l'idée de Dieu, la propriété et le gouvernement. Chose que, par exemple, chez les fourriéristes, non. Les saint-simoniens, encore moins. Puisque, malgré tout, ils mettent en avant la nécessité d'un pouvoir spirituel. Donc, de ce point de vue-là,
Proudhon développe un point de vue qui, à mon sens, reste d'une actualité extrême, qu'on qualifie d'antithéiste. C'est-à-dire que Proudhon ne se limite pas à dire « moi je suis athée ». Ça n'intéresse pas l'athéisme, parce que l'athéisme c'est une négation et pas une affirmation. Par contre, ce qu'il veut, que les hommes, quand ils passent des accords entre eux, que les liens sociaux qui relient les hommes soient fondés exclusivement sur des idées liées au fait que les individus, c'est des hommes, et en tant qu'hommes, ont droit au même respect des uns par rapport aux autres. Ce qu'il appelle une espèce de réciprocité fondée sur la justice. Il dit pour pouvoir déduire les lois, y compris les lois morales, qui doivent régir les relations entre les individus, on n'a aucun besoin de faire intervenir une puissance extérieure et supérieure aux individus, Dieu, une divinité quelconque, mais on peut déduire du principe d'égalité et de justice que se doivent les hommes tout un tas de conséquences qui vont pouvoir permettre de réorganiser la société, réaliser cette société fondée sur la justice, sans faire intervenir à aucun moment les croyances de qui que ce soit ou une philosophie religieuse quelconque. C'est ce qu'il appelle l'antithéisme, et qui est essentiel. Tandis que chez les fourriéristes, il y a toujours référence à Jésus. Bon, quand on lit les œuvres de Fourier, on se demande pourquoi on met dans les almanachs fourriéristes Jésus en première page, parce qu'il n'intervient absolument pas. Hein. Mais il y a toujours, malgré tout, cette dimension religieuse avec laquelle on ne veut pas rompre, sauf Proudhon et les anarchistes qui, là-dessus, se différencient. Mais sinon, tout le monde poursuit exactement le même but. Mais les moyens ne seront pas les mêmes. Alors, pour bien comprendre, donc ça, on voit l'apparition d'idées anarchistes et en même temps l'affirmation de l'originalité de l'anarchisme. Mais une chose qu'il faut bien garder à l'esprit, qu'au moins jusqu'à la révolution de 1848, les positions insurrectionnelles à la Babeuf, hein, des baboubistes ou des républicains radicaux, communistes comme Blanqui, sont minoritaires. C'est-à-dire que tout le monde a été un petit peu échaudé par rapport à la Révolution française, donc tous ces projets dont je vous ai parlé, y compris celui de Proudhon, refusent de faire appel à l'utilisation de moyens violents ou révolutionnaires, si vous voulez. Et ils pensent qu'on peut transformer la société en proposant des modèles alternatifs de société. Des réalisations qui peuvent être partielles, qui peuvent se généraliser et qui peuvent permettre d'aboutir à cette société sans classe ni État. Alors moi j'appelle ça une approche éducationniste réalisatrice et qu'on retrouve majoritaire au sein aussi de tous les anarchistes de cette génération, au moins jusqu'à la révolution de 1848. 1848, il y a des révolutions 48-49, vous avez un cycle révolutionnaire extrêmement vaste, important, qui se produit non seulement en France, mais partout en Europe. Et une des manifestations de ce cycle révolutionnaire, c'est l'écrasement du soulèvement de juin 1848 à Paris, des ouvriers qui se révoltent. Et là, pour la première fois, on se rend compte que si on veut changer la société, ça ne sera peut-être pas si facile que ça. Voilà, en gros, hein, et que la bourgeoisie ne laissera pas forcément faire, les prolétaires, les expériences qu'ils voulaient mener pacifiquement. Je vais à l'essentiel. Donc à partir de là, vous avez une autre étape importante, à partir de 1864, c'est la création de l'Association internationale des travailleurs, dite aussi la première internationale, qui, elle, met l'accent sur la nécessité de la part des prolétaires, des travailleurs, de s'unir, de s'organiser pour défendre leurs intérêts, et qui met explicitement en avant comme objectif stratégique, que l'émancipation des travailleurs ne pourra être l'œuvre que des travailleurs eux-mêmes. C'est-à-dire que par rapport au discours de Fourier, dont je vous ai parlé, qui disait ben, dans le phalanstère, on va trouver des bourgeois et des prolétaires. Et puis tout le monde sera gagnant. Il va y avoir des riches et, entre guillemets, des pauvres, etc.
eh bien là, il est hors de question de faire appel à, disons, aux fractions de la petite bourgeoisie ou de la moyenne bourgeoisie. Là, on met en avant surtout la nécessité de la part des travailleurs de s'organiser d'une manière autonome. Et au sein de cette association internationale des travailleurs, on voit s'affronter, d'un côté, les courants dits autoritaires, qui sont incarnés, disons, par la figure de Marx. Bon, c'est une vision extrêmement réductive. Hein. Je suis en train de dire, il faut lire Anarchisme et changement social. C'est beaucoup mieux détaillé. Et ensuite, vous avez les courants anti-autoritaires, qui est incarné par quelqu'un comme Bakounine. Donc il y a un affrontement qui se produit au sein de l'Association internationale des travailleurs, avant et surtout après la Commune de Paris, et qui se solde par une scission et l'affirmation, à partir du congrès de Saint-Imier de septembre 1872, d'une branche anti-autoritaire de l'AIT, qui, elle, repose sur des principes qui affirment la nécessité de la part du prolétariat, pour pouvoir s'émanciper, de combattre toute forme de pouvoir politique. Dans le PowerPoint que j'avais préparé, j'allais vous lire les considérants de Saint-Imier, donc je me limite à les mentionner de tête. Et donc on trouve affirmé pour la première fois ce qui va constituer l'essentiel de la démarche de l'anarchisme, c'est-à-dire affirmer la nécessité d'une destruction de tout pouvoir politique et le refus d'utiliser le pouvoir politique sous une forme quelconque pour espérer pouvoir émanciper les travailleurs. Et troisièmement, le seul moyen qu'auront les travailleurs de pouvoir s'affranchir, c'est de s'organiser entre eux sur des bases solidaires au niveau international, par-delà les frontières, pour pouvoir réaliser, grâce à leur action directe, c'est un néologisme, c'est pas le terme qu'on utilise à l'époque, si vous voulez, grâce à leur action autonome de classe, les réformes nécessaires qui vont leur permettre d'affranchir. Et cette conception-là du changement social, moi je l'appelle syndicaliste, par opposition à l'autre conception du changement social que j'appelle éducationniste réalisatrice, et qui est commune à d'autres réformateurs sociaux de l'époque, en particulier les Fourieristes. Tandis que cette conception syndicaliste, telle que je viens de vous la définir, est spécifique à la branche anti-autoritaire de l'AIT et va servir de modèle à tous les courants dits syndicalistes révolutionnaires ou anarcho-syndicalistes au cours des décennies et du siècle et demi suivant. Mais alors, ça c'est quelque chose, une espèce de paradoxe. On a vu qu'on peut parler d'idées anarchistes très loin. On a vu que des théoriciens de l'anarchisme, ce n'est qu'après la Révolution française. Des gens qui disent « moi je suis anarchiste ». Mais vous savez qu'il n'y a toujours pas, en septembre 1872, d'organisation anarchiste ou de parti anarchiste, ou même de mouvement anarchiste. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que l'Association internationale des travailleurs ne se définit absolument pas comme étant anarchiste. Ce sont des travailleurs du monde entier qui se sont réunis, qui ont adopté des statuts, des considérants, et qui se fixent des objectifs. Ils ont même un programme, ils s'appellent ça le collectivisme. Mais à aucun moment, ils ne se définissent comme étant anarchistes. C'est-à-dire qu'on a tout de l'anarchisme. L'odeur, la saveur, la couleur, si vous voulez, comme une célèbre publicité. Mais ils ne se définissent pas en tant qu'anarchistes. Donc ça peut paraître comme étant une espèce de surprise, de contradiction. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. En fait, en réalité, enfin, c'est bizarre. Moi, ça peut paraître. Moi, je pense avoir trouvé la réponse, et je l'explicite dans mon livre. Alors, par exemple, même Proudhon lui-même, en 1840, il dit « je suis anarchiste ». Bon, très bien. Mais après, il continue à utiliser le mot anarchiste d'une manière négative, et lui-même, quand il doit se définir d'une manière positive, il se dit ben, « moi je suis mutualiste, moi je suis partisan de l'égal échange, et puis ensuite moi je suis fédéraliste ». Et dans un livre, peut-être son livre, un des livres théoriques disons, les plus importants, qui a été rédigé à la fin de sa vie, et qui s'appelle « De la capacité politique des classes ouvrières ».
il affirme la possibilité, la nécessité de la part de la classe ouvrière de faire scission des autres classes de la société pour affirmer sa capacité à pouvoir diriger la société sans avoir besoin de l'État. Vous savez comment il se définit? Partisan de la démocratie socialiste. Bon, non, la dernière définition que Proudhon il a donnée de lui-même, c'est « je suis un sociodémocrate ». Et pourquoi pas anarchiste? Donc à partir de là, il y a tout un tas de discours, d'interprétations byzantines pour savoir si Proudhon était vraiment anarchiste ou pas, etc. À mon avis, ça va tourner autour du pot. Proudhon a défini ce qui peut être une société anarchiste, au sens que je viens de le définir. Et à partir de là, il a essayé plusieurs formules pour essayer de la réaliser, mais à aucun moment, il n'a essayé de créer un parti anarchiste. Et pourquoi? Mais parce que sa conception du changement social ne le nécessitait pas. Comment il voulait résoudre la question sociale, Proudhon? Il demandait aux producteurs de s'associer entre eux directement et de se garantir les échanges. Là où il ne pouvait pas y avoir de production individuelle, mais il y avait par exemple des compagnies, il fallait que ces compagnies se garantissent elles-mêmes leur production. Et puis ensuite, pour que ce ne soit pas quelque chose d'anarchique, il fallait quand même qu'il y ait une administration qui soit mise en place. Donc il envisageait tout à fait la possibilité, l'existence des espèces de comités, d'assemblées qui réunissaient les experts de chaque branche pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir coordonner la mise en place de ce système de production et de consommation. Et pour pouvoir réaliser ce type de réforme, est-ce qu'on va demander aux gens d'être d'accord préalablement avec une doctrine anarchiste quelconque? Non. Est-ce qu'on leur demande même d'être athées? Pourquoi? Donc la seule chose qu'on leur demande, c'est de jouer le jeu. Donc quel besoin on peut avoir dans la perspective proudhonienne? Ça ne sert à rien. Donc effectivement, lui dit, moi je suis anarchiste, moi je mets en avant telle ou telle dimension, moi je fais telle ou telle critique. Il fait son travail de penseur. Mais il ne demande absolument pas aux prolétaires, à la bourgeoisie, etc., d'adhérer à une doctrine. Ce qu'il leur demande, c'est d'adhérer à une méthode, ce qui est une chose totalement différente. Et un jour, il a écrit, bon, j'ai entendu parler de l'existence d'ouvriers proudhoniens, qui se disent proudhoniens. Commentaire de Proudhon, ça doit être des imbéciles. Parce que, moi je ne suis pas proudhonien, je n'ai pas de soupe à vendre. Contrairement si vous voulez, aux fourriéristes, si vous voulez être dans un phalanstère, si vous voulez vous associer dans un phalanstère, vous croyez aux doctrines de Fourier sur l'existence des passions et la nécessité de les balancer. Sinon, vous ne pouvez pas adhérer. Tandis que pour mettre en place le mutualisme, il suffit tout simplement d'accepter, entre guillemets, de jouer le jeu. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter tous les présupposés, y compris philosophiques, de Proudhon lui-même. Et donc, voilà pourquoi Proudhon, tous ceux qui s'inscrivent dans cette perspective-là, que ce soit les syndicalistes, que ce soit les éducationnistes réalisateurs, n'ont pas besoin de l'existence d'un parti anarchiste ou se définir comme anarchiste ou de demander que tous les anarchistes se réunissent pour faire prévaloir leurs idées. Parce que ça serait un comportement de fraction. Et ça, c'est valable non seulement pour les tenants de la conception syndicaliste du changement social, mais aussi par les tenants de la conception que j'appelle éducationniste réalisatrice. Puisqu'on veut faire appel, soit à tous les travailleurs, soit tout simplement aux individus qui veulent vivre mieux, si vous voulez, dans la perspective vraiment la plus large. Et pour faire appel à ces individus, on ne leur demande pas préalablement une déclaration de foi anarchiste. Donc, jusqu'à 1872, jusqu'au moment de la création de cette association internationale de la branche anti-autoritaire, il y a des idées anarchistes, il y a des pratiques qui sont anarchistes, mais il n'y a pas le besoin d'un programme anarchiste. Et même à l'intérieur, par exemple, de l'Association internationale des travailleurs, ce n'est pas le début de l'anarchisme en tant que mouvement. Là, beaucoup de militants anarchistes commettent une erreur. Ils disent que c'est le début de l'anarchisme ouvrier. Non, ce n'est pas le début de l'anarchisme ouvrier. C'est une formulation d'une conception syndicaliste du changement social où l'anarchisme n'intervient toujours pas
en tant que référence idéologique de parti. Et la meilleure preuve, c'est que cette association internationale, cette branche anti-autoritaire, va très vite se disloquer. Va se disloquer tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a les bakouniniens, ceux qui sont partisans des idées anarchistes de Bakounine, ceux qui sont partisans de la conception syndicaliste, mais il y a aussi tout un tas d'auteurs, tout un tas de militants, de sections syndicales, etc., qui ont adhéré à cette branche anti-autoritaire exclusivement parce qu'ils étaient contre les visées centralistes de Marx. Donc, très vite, au bout de 2-3 ans, on retrouve à l'intérieur de cette AIT anti-autoritaire, d'un côté, ceux qui restent fidèles, si vous voulez, au programme collectiviste de l'international et qui voudraient qu'on poursuive avec l'activité syndicale, par l'action syndicale, revendicative, pour faire en sorte qu'il y ait le maximum d'ouvriers qui adhèrent, et ceux qui pensent que cette démarche n'est pas suffisante et qu'il faudrait au contraire pousser directement à l'insurrection. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que, grâce à un combat de classe dans les usines, si vous voulez, par les biais de grève qui permettaient d'améliorer la condition du sort des travailleurs, petit à petit, il y ait une conscience de classe de plus en plus large qui se réalise et qui rendrait possible le changement social. Il y en a d'autres qui pensent que c'est trop long et on risque de perdre en cours de route l'objectif radical qu'on s'était fixé. Et ils pensent que le moment est arrivé de passer à l'attaque, de réaliser des insurrections, de pousser le peuple à réaliser des insurrections immédiates. Dans quel but? Dans le but d'instaurer immédiatement une société anarchiste. Et donc là, pour la première fois, se crée un parti d'individus qui s'affirme comme étant anarchiste, qui met en avant un programme anarchiste, et dont le but, c'est de réaliser cet anarchisme qui demande aux masses de le réaliser. Et là, on assiste à ce qu'on appelle la théorisation de la propagande par le fait. Et c'est le tournant insurrectionnel au sein des courants anti-autoritaires. Jusque-là, jusqu'au milieu des années 1870, vous n'en avez pratiquement pas. Il n'y a pas de militants anarchistes, au sens d'individus anarchistes qui défendent un point de vue anarchiste, qui sont insurrectionnels et qui poussent le peuple à s'insurger pour détruire l'État, pour remplacer autre chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mouvement anarchiste avant. Non pas parce que les idées n'existaient pas, tout simplement parce que cette conception du changement social était ultra minoritaire. Pour une toute petite parenthèse, on peut la trouver dans des personnalités très isolées, particulières, comme par exemple Carlo Pisacane en Italie. Je ferme la parenthèse, j'en reparlerai tout à l'heure si vous me posez des questions là-dessus. Mais sinon, c'est soit cette vision syndicaliste, soit on reste encore attaché à cette conception éducationniste réalisatrice du changement social. Donc, le vrai paradoxe, c'est l'idée qu'on se fait aujourd'hui de l'anarchisme comme étant des poseurs de bombes, des individus violents, etc. En fait, cette conception insurrectionnelle est celle qui est arrivée tout à fait à la fin. 50 ans après qu'on ait jeté les premières graines. Et dans un contexte très particulier qui est celui répressif du lendemain de la Commune. Parce qu'il y a eu d'abord la répression, des répressions sanglantes des révolutions de 1848-49, et ensuite il y a eu la répression de la Commune. La répression de la Commune met un holà à tous ceux qui pensent qu'il est possible de passer des accords avec les forces progressistes de la bourgeoisie. J'utilise un langage un peu réducteur, mais pour qu'on puisse se comprendre. Et donc à partir de là, ce qui était considéré comme étant un contre-modèle finit par être interprété comme étant quelque chose de central, prioritaire, le moyen prioritaire qu'il faut utiliser pour réaliser l'anarchisme. Et il va de pair avec la formation d'un mouvement anarchiste en tant que tel spécifique. Parce que du coup, comme il faut pousser les masses, le peuple, à se révolter, il faut qu'on s'organise pour dire au peuple au nom de quoi il faut qu'il se révolte. Donc, on va faire des journaux anarchistes, dans lesquels on va exposer le programme anarchiste.
on va s'organiser dans des sections, dans des groupes, plus ou moins affinitaires, plus ou moins ouverts, mais dont le but est de pousser les gens à s'insurger. C'est pas le programme ici, non. Non, mais il faut savoir d'où on vient. Et alors, d'ailleurs, cette nécessité de se définir comme anarchiste, qui n'existait pas avant, c'est quelque chose qui frappe immédiatement quelqu'un comme James Guillaume. James Guillaume, c'est le principal chef de file de la Fédération jurassienne, qui était le fer de lance des courants anti-autoritaires au sein de l'Association internationale des travailleurs. Bon. Et James Guillaume, qu'est-ce qu'il fait? Il s'oppose à ce qu'on adopte ou on utilise l'expression anarchiste, programme anarchiste. Et il écrit, il y a des gens qui se définissent anarchistes et qui mettent en avant un programme anarchiste. En fait, c'est Élisée Reclus. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Moi, ce que je connais, c'est simplement le programme collectiviste de l'Association internationale des travailleurs et les statuts de l'Association internationale des travailleurs. D'aucune manière, c'est marqué que ce sont des anarchistes. Or, James Guillaume, c'est quand même l'ami de Bakounine. Je veux dire, c'est un personnage clé pour comprendre ce qui se passe au sein de l'Association internationale des travailleurs, et c'est lui qui refuse qu'on utilise le terme anarchiste. C'est pour ça que Marianne Henkel, il y a quelques années, dans une intervention un peu provocatrice, avait écrit que l'inventeur de l'anarchisme était Élisée Reclus. Puisque c'est lui qui arrive à convaincre toute une série de jeunes militants à se définir à partir de ce moment-là, non pas comme internationalistes, non pas comme socialistes, non pas comme anti-autoritaires, mais à se définir comme étant anarchistes. Et voilà pourquoi on fait remonter la naissance du mouvement anarchiste à partir du milieu de la fin, en fonction des pays, des années 1870. Bakounine, parfois, il se définit comme socialiste révolutionnaire. Comme socialiste anti-autoritaire. Non, mais Bakounine ne s'est jamais défini comme étant anarchiste. C'est ambigu. C'est-à-dire que le programme, parce qu'il y a deux Bakounines, d'après moi. Il y a un Bakounine insurrectionnel et un Bakounine syndicaliste. C'est-à-dire que lorsqu'ils analysent l'activité, les actions au sein des pays industrialisés, comme par exemple la France, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est un peu différent, il adopte un schéma qu'on peut qualifier de type syndicaliste. C'est-à-dire qu'il pense que le changement viendra justement de la lutte solidaire des travailleurs dans le cadre des syndicats. Bon. Et d'ailleurs, il estime que, à la limite, on fera très peu l'utilisation de la violence, et tout simplement parce que si tous les travailleurs se mobilisent, ils sont conscients, la bourgeoisie ne pourra pas faire grand-chose puisque c'est une toute petite minorité. Bon, ça c'est l'erreur dans laquelle sont tombés absolument tout le monde, parce que le fascisme a prouvé que non. Je ferme la parenthèse, c'est comme ça. Donc il était tellement convaincu qu'on pourrait se passer de la violence qu'à la limite devenait un problème secondaire. Mais que la chose essentielle, c'était l'organisation sur le terrain de classe des travailleurs, qui luttaient dans le cadre de ce qui vont devenir les organisations syndicales classiques, pour qu'il y ait une conscience de classe qui se forme. Mais quand il parle de la situation, par exemple, en Russie, ou même en Italie, son analyse n'est pas tout à fait la même, puisque là, il s'appuie sur des masses paysannes et non pas sur des ouvriers, et là, on retrouve des appels en insurrection. Et là, on trouve l'élaboration d'un programme. Et au sein du programme de bakuninien, si vous voulez, il y a aussi, par exemple, la revendication de l'athéisme, chose qu'on ne trouve pas chez Proudhon. Et ce programme particulier, qu'on peut qualifier comme étant un programme anarchiste, Bakounine, d'ailleurs, il va essayer de le placer un petit peu par derrière l'international. Et ce sera une des raisons du conflit avec Marx. Marx l'accuse, à juste raison, de faire de l'entrisme et de vouloir utiliser l'international pour faire passer un programme à lui. Et ça, c'est une contradiction de Bakounine. Bon, on peut dire que Bakounine avait raison sur tout un tas de choses et que Marx avait tort, certes. Mais on peut dire aussi que Marx faisait la même chose que Bakounine, certes aussi. Mais indiscutablement, il y a chez Bakounine à la fois un programme anarchiste qui est celui de ces associations secrètes, et en même temps, il y a le programme de l'international.
Alors, bien évidemment, ils ne sont pas incompatibles, mais ils se situent sur deux terrains distincts. Un, que moi je qualifierais de type insurrectionnel, puisque c'est un parti qui doit œuvrer en vue de la révolution, même s'il se cache. Et d'un autre côté, les statuts de l'international ne font appel ni à Marx, ni à Dieu, ni au tribun, ni à Bakounine. C'est véritablement, on met en avant la nécessité de l'organisation des travailleurs en tant que tels. Voilà. Et donc, si on prend compte de ces considérations, on comprend pourquoi le mouvement anarchiste apparaît si tardivement. Et enfin, l'autre élément essentiel pour comprendre toute l'histoire de l'anarchisme, si vous voulez, pour moi, c'est de bien voir que ce n'est pas parce que l'insurrectionnalisme devient la conception majoritaire du changement social chez les anarchistes, que les autres conceptions du changement social disparaissent. Alors, elles sont, au cours de certaines périodes, occultées, deviennent minoritaires, mais elles ne disparaissent absolument pas. Donc, quand on voit assister, après la création de la CGT, au développement du syndicalisme d'action directe dans des pays comme la France, mais au fait, ce n'est pas une naissance, c'est plutôt une réadaptation de l'héritage de l'Association internationale des travailleurs, avec d'ailleurs les mêmes ambiguïtés qui pouvaient se poser au moment de l'Association internationale des travailleurs et au sein de la branche anti-autoritaire. Il n'y avait pas que des anarchistes. Et d'ailleurs, au sein de la CGT d'action directe, il n'y avait pas que des anarchistes, ce qui n'allait pas sans poser un certain nombre de problèmes. Donc il n'y a pas, si vous voulez, ce qu'on appelait par la suite l'anarcho-syndicalisme, le syndicalisme révolutionnaire, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui surgit, disons, de toute pièce. C'est plutôt le prolongement de cette conception du changement social, de type syndicaliste, qui était élaborée avant la Commune et après la Commune de Paris, au sein de l'Association internationale des travailleurs, première internationale. Et quand on voit assister au développement des courants, par exemple, réalisateurs, style les milieux libres, est-ce que ça vous dit quelque chose, les milieux libres? Bon. Pas moi. Alors, disons que à partir des années 1880, en Italie, il y a un monsieur qui s'appelle Rossi, qui est un communiste, qui s'inspire de Fourier et qui décide de créer une communauté. Alors, il va créer une communauté au Brésil qui s'appelle la Cecilia, la Sicilia. Bon, il y avait un film, quand on était jeune, dans les années 70, fait par un metteur en scène qui s'appelait Comolli. Je ne sais pas si quelqu'un, on a un peu le même âge, se souvient du film en question, qui avait fait beaucoup parler. Et ensuite, cette expérience de Comolli au Brésil va un peu essaimer. Et donc, il y aura plein d'autres anarchistes dans d'autres pays qui vont l'imiter. Et donc, essayer de créer des communautés anarchistes. Et en France, le nom qu'on va donner à ce mouvement, communautaire à l'époque, c'est celui de milieu libre. Rossi, non? S'appelle Rossi. Rossi. Et alors, Giovanni. Et la particularité de ce Rossi, en fait, non seulement il n'innove pas, mais il s'inscrit dans cette tradition fourieriste, cabétiste, qui n'a jamais disparu. Et qui a été écartée, si vous voulez, par les bombes de Ravachol, qui va être considéré comme étant marginal à cause de tout un tas d'événements insurrectionnels ou autres, mais qu'en fait a toujours existé. Et lui-même, dans son journal qui s'appelait Lo Sperimentale, il se réclame explicitement de Fourier, il met sa photo, pour bien marquer qu'il y a une continuité. Et il y a même, au sein des communautés cabétistes d'Étienne Cabet aux États-Unis, qui était considéré, qui peut justement être considéré comme étant communiste autoritaire, des évolutions vers le communisme libertaire. Au même moment qu'en Europe, si vous voulez, vous avez l'affirmation de l'Association internationale des travailleurs anti-autoritaire. Et donc là, cette démarche purement expérimentale communautaire, immédiatement, elle est rejetée. En tout cas, elle reste cantonnée aux États-Unis, cette évolution. Ensuite, ce n'est que progressivement, à partir de l'expérience de Rossi, qu'on voit à nouveau ces idées se réaffirmer. Et en fait, elles n'ont jamais disparu. Je ne sais pas si vous voyez. Et cette grande diversité de l'anarchisme, bon, ensuite, ces idées vont se poursuivre. Et ils vont se poursuivre même par des personnes qui vont les pratiquer sans savoir forcément qu'ils s'inscrivent dans la tradition
fourriéristes ou anarchistes, en particulier en 68 et après 68, avec le mouvement des nouveaux communards. Le mouvement des communautés qui se crée après 68, vous avez des centaines et des centaines de communautés qui sont créées dans les Ardèches, les Néo-Ruraux, etc. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils pratiquent l'anarchisme éducationniste réalisateur sans le savoir. Et non, c'est des pratiques, justement. Et donc, moi, dans mon approche, dans la typologie que je propose, dans cette relecture de l'histoire de l'anarchisme, ça permet de comprendre non seulement le comportement des groupes qui se définissent